Bienvenue à toutes et tous à cette deuxième table ronde. Je suis Pascaline Mangin du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. L'objectif de cette table ronde, c'est vraiment de mettre en perspective les principaux enjeux du développement de la lecture pour les personnes en situation de grande pauvreté à partir de constats, de présentations d'actions et de préconisations. Visant vraiment à garantir le droit d'accès de tous et tous aux livres et à la lecture. Donc je voulais vous remercier, membres de cette deuxième table ronde d'ATD Quart Monde, de la Fédération des acteurs de la solidarité et de la Bibliothèque publique d'information. Avant de vous présenter chacune et chacun, il me revenait d'être un peu la porte-voix des échanges qui ont eu lieu en région autour de cette question de la lecture et des personnes en situation de grande pauvreté, des échanges dont vous retrouverez des éclats graphiques sur les différents murs et en traduction graphique ici à la fin de cette table ronde. Donc je vous propose une courte synthèse avant de vous présenter et de vous passer à chacun la parole. Merci en tout cas d'être là, merci à vous dans la salle et sur les réseaux. En préambule, on a collectivement réuni quelques grands chiffres sur l'état de la pauvreté et tous les rapports récents montrent vraiment l'aggravation de la pauvreté en France, que ce soit l'état de la pauvreté qui est publié chaque année par le Secours catholique Caritas France depuis 30 ans grâce aux remontées statistiques des bénévoles de l'association qui échangent avec les personnes tout au long de l'année. Juste redire que voilà, les 3/4 des personnes vivent même en situation d'extrême pauvreté contre 65% en 2017. Donc il y a une vraie aggravation. Et la pauvreté touche en premier les femmes et surtout avec les femmes avec enfants. Donc on tenait à rappeler ce grand chiffre. Se rappeler également l'état du mal-logement en France avec les rapports vraiment précieux que la Fondation Abbé Pierre fait tous les ans. Un rapport annuel qui est chaque année presque plus accablant. Avec cette année 330 000 personnes sans domicile, à la rue ou dans les hébergements d'urgence trop peu nombreux et souvent inadaptés aux besoins. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que si on cumule la situation des personnes privées de logement personnel et les personnes vivant donc, dans des conditions de logement très difficiles, on arrive très vite à plus de 4 millions de personnes mal logées. Voilà, je crois que ça pose un peu les enjeux. Et puis pour terminer, un dernier rapport qu'on doit à la Fédération des acteurs de la solidarité, à UNICEF France, c'est le baromètre des enfants à la rue, qui est sorti fin août et qui, je crois, s'est même aggravé avec des nouveaux chiffres en octobre, avec près de 2000 enfants à la rue. On voit vraiment une accélération du phénomène et malheureusement, loin d'être en diminution, le nombre d'enfants sans solution d'urgence est en augmentation de plus de 20% par rapport à l'an dernier. C'était les 3 grands chiffres qui ont aussi animé dans les différents échanges des rendez-vous régionaux. Rendez-vous régionaux qui ont commencé comme la table ronde autour des handicaps sur la question de la terminologie. Le premier point, c'est peut-être ça. Qu'est-ce qu'on entend par le terme de pauvreté, par le thème de précarité, par le thème de grande pauvreté? Quelle définition, quel périmètre? Vous pourrez rebondir tout à l'heure sur vos approches à chacune et chacun. Également le constat que parfois on use des mêmes termes, acteurs du livre et acteurs de la solidarité, sans forcément que ça recouvre la même réalité. Et c'est vrai que ce qui est ressorti dans les rendez-vous régionaux, c'est vraiment la nécessité d'élaborer un vocabulaire commun pour arriver à se comprendre et à mieux travailler ensemble. Voilà. Se redire peut-être que ce qui est sorti communément sur la définition de la pauvreté, c'est le fait de rappeler que ça ne se limite pas à un critère économique, mais que c'est bien la pauvreté, qu'elle est multidimensionnelle et multifactorielle, et qu'il est donc nécessaire d'avoir une approche systémique, mais je sais qu'ATD Quart Monde reviendra sur ça, mais que ça se caractérise par le non-accès aux droits fondamentaux, dont les droits à la culture. L'autre point qui ressortait beaucoup dans les rendez-vous régionaux, c'est également le fait qu'il est important de parler de la pauvreté en termes de processus et non d'État, et bien de parler en situation de pauvreté ou de précarité. Au-delà de ces questions terminologiques, l'état des lieux qui a été fait dans les différents rendez-vous régionaux montre l'importance des lieux de la lecture publique dans le quotidien des personnes confrontées à la pauvreté. Donc l'importance des lieux de lecture publique et des bibliothèques pour une multiplicité d'usages, évidemment d'information, de lecture, mais également pour s'abriter, recharger son téléphone, pour les toilettes, pour la connexion Internet. Et je sais que la BPI va en reparler. Donc cette multiplicité d'usages et l'inconditionnalité de l'accueil en bibliothèque a été très largement souligné dans tous les rendez-vous régionaux. Et le cadre juridique qui, de la loi Malraux à la loi Robert en 2021, rappelle ce rôle social de la bibliothèque et vraiment été très important dans les échanges en région.
Mais en revers, ce qui a été aussi le lieu de beaucoup d'échanges, c'est la question de la façon dont néanmoins il peut y avoir des sentiments de stigmatisation qui apparaissent dans ces lieux pourtant d'accueil inconditionnel, avec la multitude des barrières symboliques, la façon dont les personnes concernées peuvent se sentir perçues, la cohabitation des publics, les codes implicites et la difficulté parfois de se reconnaître dans l'institution et la violence qui y est liée. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs échanges dans les rendez-vous régionaux, par exemple aussi sur les émeutes. Est-ce que les incendies de bibliothèques pendant les émeutes, est-ce que ça recouvrait comme sens ? De façon évidente est sortie la préconisation de besoins de formation des professionnels, de prise en compte des disparités territoriales. Il y a eu également beaucoup d'échanges sur les représentations, les stéréotypes, les idées reçues, que ce soit sur les publics et sur la lecture et sur les lieux culturels. Par exemple, la façon dont le livre est sacralisé, également le sentiment d'exclusion qui peut se jouer parfois dès l'école et les premiers temps d'apprentissage de la lecture, et je sais qu'on va y revenir. Et également, parfois, le manque d'information et de communication entre les structures. Les solutions que les rendez-vous régionaux ont permis de faire émerger sont évidemment, comme tout à l'heure, la question de faire alliance, et vous en êtes le signe. Faire alliance entre les fédérations d'acteurs de la lutte contre la précarité, les acteurs de l'animation socioculturelle, de l'éducation populaire et tous les professionnels du livre, pour mieux prendre en compte avec les publics en situation de grande pauvreté. Et donc essayer de mettre en lien les différents champs professionnels, je crois que Tiffaine Delaface en parlera tout à l'heure, et évidemment, de ce fait, multiplier les espaces de concertation et de rencontre entre ces différents acteurs. Ce qui est sorti également, c'est la question de la formation, la nécessité de se former, effectivement, pour mieux prendre en compte les enjeux, et se former des deux côtés, des côtés des métiers du livre et des bibliothèques et de la culture, mais également du côté de la solidarité. Évidemment, penser également à former les décideurs publics, élus ou services, pour mieux comprendre les situations des plus précaires et les améliorations de politiques publiques nécessaires. Pour terminer, les propositions qui ont émergé de ces rendez-vous régionaux sont de redéfinir les priorités, de donner les moyens d'agir, dépasser le stade des initiatives locales pour renforcer l'inscription des préconisations dans les politiques publiques, donner les moyens humains et matériels pour des actions structurantes plutôt que ponctuelles, et je crois qu'on y reviendra sur les appels à projets, peut-être plus d'appels à projets, ouvrir les appels à projets, mieux encore créer des aides au fonctionnement et des conventions pluriannuelles pour sécuriser l'activité des différents acteurs du champ. Et en conclusion, ces rendez-vous régionaux ont montré l'importance de faire entendre une parole commune pour se faire entendre, et donc de diffuser plus largement un plaidoyer pour rendre visible le lien entre culture et précarité, pour s'appuyer sur les droits culturels et la considération et la prise en considération de tous les publics. Et peut-être en conclusion, dire qu'il faudrait un protocole culture-solidarité, peut-être comme il existe déjà un protocole culture-santé et culture-justice. Voilà une courte synthèse de ces rendez-vous régionaux que vous retrouverez plus longuement sur le site de l'Alliance pour la lecture, et qui va nous faire un socle d'échange, sachant que cette deuxième table ronde a plutôt été conçue, à la différence de la première, comme 3 temps d'intervention de 15-20 minutes chacune, autour des actions, lecture et précarité de chacune des structures. Donc je vous présente rapidement et je vous passe la parole. En premier lieu, Tiffaine Guérin, vous êtes donc responsable des missions Culture et Europe, service expérimentation et innovation recherche à la Fédération des acteurs de la solidarité. Est-ce que vous voulez nous dire en 2 mots ce qu'est la Fédération des acteurs de la solidarité ? Oui, bien sûr. Je pense que la Fédération des acteurs de la solidarité, ou FAS, n'est pas connue du grand public, mais nos adhérents le sont. On est une fédération qui rassemble environ 900 associations du secteur de la lutte contre les exclusions, du secteur de la grande précarité. Nos associations adhérentes sont par exemple Emmaüs Solidarité, je sais qu'il y a quelques salariés dans la salle, le Secours catholique, le Secours islamique, Aurore, qui est assez présent en Ile-de-France, le SAMU social, la CIMAD également. Ça, je vous ai cité nos grands adhérents nationaux, mais on a aussi des plus petits adhérents. En gros, c'est toutes les structures, une grande majorité de structures françaises, d'associations qui accueillent, accompagnent, hébergent, insèrent les personnes en situation de précarité, de toutes origines, tout type de public, tout type d'âge. Je suis là parce que je travaille sur la question de la culture au sein de cette fédération et comment mieux intégrer les pratiques culturelles à l'accompagnement social. Et ça, je pourrais vous en reparler tout à l'heure.
Merci Tiffaine. Donc merci de passer le micro à ta droite et donc à Julien Pott et Christophe Evans de la Bibliothèque publique d'information. Donc Julien, vous êtes chef du service développement des publics et communication à la BPI, tandis que vous, Christophe, vous êtes chef de service études et recherches et vous aborderez des apports historiques et sociologiques liés à l'accueil des publics précaires, mais également votre plan d'action à la BPI au quotidien tout à l'heure. Est-ce que vous voulez peut-être nous dire juste un mot d'introduction sur le statut particulier de la BPI, sur ce champ particulier de l'accueil des publics précaires? Oui, alors le service dont j'ai la charge, donc développement des publics et communication, est au sein du département des publics à la BPI. Et juste dire rapidement que la BPI fait partie de la mission Vivre Ensemble, qui regroupe une quarantaine d'institutions du ministère de la Culture qui travaillent à ces questions de relations avec les publics dits du champ social. Avec peut-être cette particularité qui fera un peu un fil rouge, je pense, à notre intervention, que si beaucoup d'acteurs, d'institutions de la mission Vivre Ensemble cherchent à faire venir ces publics, la question pour la BPI est différente, au sens où ces publics sont déjà à la BPI, depuis son ouverture en 1977 jusqu'à aujourd'hui encore, et que donc notre plan d'action champ social travaille autour de cette présence et de notre manière de les accueillir et de les accompagner vers la lecture, au sens très très large du terme, vers toutes nos ressources. Merci beaucoup. Vous nous direz ça en duo tout à l'heure, mais c'est vrai que, comme le dit Serge Pogam dans l'étude dont Christophe nous parlera tout à l'heure, c'est vrai que la BPI est peut-être un espace public d'exception par rapport à ce que vous disiez. Et puis, je me tourne maintenant vers le trio d'ATD Quart Monde, que je remercie d'être là, et c'est Marie qui va ouvrir cette discussion à tous les trois pendant une quinzaine de minutes. Je vous propose donc que vous croisiez vos regards, puisque vous allez croiser savoir du vécu, savoir d'action et savoir d'études, pour nous aider peut-être à mieux appréhender les facteurs d'exclusion, les injustices liées au savoir, et l'important que chacun puisse être exposé au plaisir de lire. C'est vous, Marie, qui dites ça. Marie, vous êtes bénévole engagée dans les actions enfance d'ATD, mais également autrice d'un livre de référence sur les emblématiques bibliothèques de rue d'ATD Quart Monde. Et je disais que vous êtes bénévole, donc par ailleurs, vous êtes salariée également dans la presse et l'édition jeunesse. Sur votre droite, Jennifer L'Enfant. Jennifer, vous êtes engagée à ATD Quart Monde. Vous animez justement une de ces bibliothèques de rue à Nogent-le-Rotrou, et on est très heureux que vous soyez à notre côté. Et puis, Bruno, merci également d'être là. Bruno Tardieu, vous êtes volontaire permanent, attaché au Centre de mémoire et de recherche Joseph Brzezinski. Et à ce titre-là, tous les trois, je vous propose peut-être que vous ouvriez sur Marie par une courte présentation du mouvement ATD Quart Monde, et n'hésitez pas à rebondir sur les définitions de pauvreté qui émergeaient des rencontres régionaux, à compléter, à vous inscrire en faux. En tout cas, vous avez une petite quinzaine de minutes pour présenter vos actions autour de la lecture, et puis je vous ferai peut-être un petit signe au bout d'une quinzaine de minutes pour qu'on formule ensemble des souhaits pour la suite. D'accord. Donc je vais plutôt aller assez vite sur les présentations et la terminologie pour laisser plus de place à notre dialogue, au dialogue surtout entre Bruno Tardieu et Jennifer L'Enfant sur qu'est-ce qu'on perçoit des difficultés d'accès à la lecture, pour mieux, analyser ça pour mieux agir. Mais bon, d'abord, je vais présenter un petit peu ATD Quart Monde. ATD, ça veut dire agir tous pour la dignité. Et l'objectif d'ATD, c'est de lutter contre la pauvreté, pas de manière caritative, mais par l'accès de tous à tous les droits, pour utiliser une formule un peu concentrée. Et donc, à tous les droits, ça veut dire droit au logement, droit à l'école, droit au revenu, droit au travail, etc. Et un des leviers importants pour agir est le droit à la culture, parce qu'on voit bien comment le droit à la culture, c'est prendre la parole, c'est rejoindre le patrimoine commun, c'est beaucoup de choses qui fait qu'on rejoint, parce que la pauvreté, c'est beaucoup d'exclusion, et la culture, c'est du lien. Donc c'est rejoindre la société. Donc la culture est un levier important, et j'en viens aux bibliothèques de rue, puisque c'est une des actions phares d'ATD, et c'est à ce titre-là que je suis à la fois membre de l'Alliance et membre d'ATD. Et donc les bibliothèques de rue, elles ont pour objectif, je vous disais le jour en préparant que souvent on avait des petites discussions en interne, parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect de l'accès
à la lecture avec tout ce qu'on a décrit tout à l'heure quand on a dit que le livre est un sésame. Donc là aussi, c'est rejoindre une communauté, un patrimoine. Enfin, c'est tout ce qui fait du lien entre les hommes par l'intermédiaire de l'écrit. Mais il y a aussi, le livre, c'est aussi un objet, un outil qui relie, parce que quand on va, pour nous, c'est une façon d'aller rejoindre les personnes en situation de pauvreté dans un rapport de dignité, justement. C'est-à-dire que on pourrait le faire avec un autre objet culturel, mais justement, le livre, il est quand même, c'est celui qui est le plus accessible. Et quand on va lire avec quelqu'un, le rapport qu'on crée avec lui, c'est on regarde ensemble le même livre. On va pas, on n'est pas dans un, enfin, on n'est pas dans un rapport de donateur à bénéficiaire, on est dans un rapport de partage, de plaisir en fait. On jouit d'un même plaisir et puis on échange aussi à partir du livre. Le livre en fait il crée le lien. Donc c'est un outil précieux pour aller à la rencontre des personnes en situation de pauvreté. Donc ça c'est pour la présentation d'ATD Quart Monde. Donc si vous voulez me compléter, Bruno ou Jennifer, vous n'hésitez pas. Et sur la terminologie, c'est vrai que alors c'est vrai qu'on utilise le thème de pauvreté. Tu me corriges, Bruno, si. D'accord. Ok. On va juste sur la pauvreté. Il y a une définition qui a été donnée par le CESE qui met l'accent sur les droits et le fait que les gens puissent jouir de leurs droits et que quand ça n'est pas effectif, les gens vivent dans l'insécurité. Et ça a été complété par une étude d'ATD Quart Monde qui a été faite ces dernières années avec le principe du croisement des savoirs, c'est-à-dire avec des chercheurs, des professionnels et des personnes en situation de pauvreté, et qui ont mis en évidence qu'au-delà de ces questions de droit, la pauvreté, enfin, qui ont mis en évidence l'expérience vécue de la pauvreté avec la dépossession du pouvoir d'agir, la souffrance physique, psychique et émotionnelle et la résistance, enfin la lutte permanente et la résistance pour vivre. Voilà, en gros pour la définition de la pauvreté, pour aller vite. Mais ce qui nous intéresse effectivement aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer d'analyser ce qui se passe, pourquoi des enfants sont en difficulté de lecture. Et Jennifer, qui a bien voulu en parler, a bien voulu parler à la fois de son expérience autour de la lecture et de ce qu'elle pense qu'on pourrait faire, parce qu'elle-même, elle a une histoire pas simple, mais et elle aime lire et elle lit avec ses enfants, mais ça a été tout un parcours. Donc, on lui propose à Jennifer de nous raconter comment ça s'est passé, ton histoire avec la lecture. Enfin, moi, je t'ai rencontré dans une formation autour de la bibliothèque de rue. J'avais demandé un souvenir d'enfance, et toi, tu m'as dit des choses assez dures quand même sur cette histoire de lecture. Est-ce que tu peux nous la raconter ? J'ai fait une scolarité très, très difficile. Je suis d'une famille de 7 enfants, donc forcément mes parents ne pouvaient pas forcément nous acheter des livres, il n'y avait pas la place à la maison pour nous apprendre à lire, à écrire, à compter. Quand je suis rentrée en CP, la plupart des camarades déchiffraient déjà, donc rien qu'une syllabe était très facile pour eux, moi pas du tout. Mon alphabet, je ne la connaissais pas du tout au CP. Donc ça a été beaucoup des moqueries, beaucoup des insultes. En CM1, on m'a donné un livre de lecture où il fallait que je lise devant toute une classe. Donc vous imaginez l'angoisse, bien sûr, les camarades qui riaient. Donc j'ai balancé à travers la classe un livre qui a été donné de force et qu'il fallait lire. Suite à ça, on m'a laissé pendant 1 an sans lire, du coup. Donc, c'est qu'au CM1, CM2, ou une AVS, donc, qui s'appelle Viviane, qui s'occupait déjà d'un enfant, qui m'a pris à part et m'a dit que la lecture était très importante. Donc, du coup, j'ai appris à lire avec cette dame-là, qui n'était pas obligée, qui l'a fait après ses heures de travail, donc 1 heure à chaque fois, après l'école, qui a fait me redonner envie de lire, à écrire, à compter. Donc, je la remercie beaucoup. Après, je me suis mis à lire beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs.
qui m'a permis de voyager entre beaucoup de livres. Après, je me suis engagée à ATD Carmonde sur le fait de changer les écoles, en fait, puisque ce qui m'est arrivé, je ne veux pas que ça arrive à mes enfants. En fait, j'ai 3 enfants, dont une, en fait, qui est qui est très difficile pour elle d'aller à l'école. Hein. Elle a vécu beaucoup de choses aussi, totalement de l'harcèlement physique, moral, jusqu'à en arriver au final. Hein. Ma fille avait 7 ans quand elle a voulu partir. Donc, suite à ça, là, j'ai dit non, c'était pas possible. Donc, je l'ai inscrit avec plusieurs ateliers. Donc, on va à la BDR, donc la bibliothèque de rue où j'anime grâce à mes enfants. Je voulais vraiment qu'ils connaissent autre chose que l'école actuelle. Il y a eu aussi la bibliothèque municipale où on est inscrit, on y va très régulièrement, emprunter des livres, lire avec eux. Donc voilà mon petit parcours. Donc ça a été très difficile, mais j'en suis sortie, j'en suis très fière de pouvoir dire que maintenant je sais lire, écrire, compter, et voilà. Et quand on a préparé cette intervention, on te demandait ce que tu préconiserais, toi, pour que aucun enfant, justement, ne vive plus ce que tu as vécu. Ce serait quoi ton conseil principal ? De jamais laisser un enfant en difficulté au fond d'une classe ou juste parce qu'il n'est pas comme tout le monde ou parce que ses familles ne sont pas assez... je vais peut-être avoir des mots très durs, mais assez riches, en fait, pour pouvoir s'occuper d'eux, quoi. Merci. Toi, Bruno, tu as une toute autre expérience au sein du mouvement. Est-ce que tu pourrais nous... On a un point commun, nous 3, c'est qu'on a tous les 3 animé des bibliothèques de rue. Et moi, c'est ça qui m'a détourné de ma carrière. Ça m'a bouleversé et j'ai quitté ma carrière de chercheur pour devenir volontaire à TD Carmonde. Mais je voudrais raconter une petite histoire qu'on est convenu ensemble. C'est une histoire de Chris. À la bibliothèque de rue, Chris, il avait du mal à venir. Quand il venait, il mettait un peu le bazar. Mais quand il venait, les autres enfants étaient touchés. Ah, Chris est là. Et une fois, j'ai eu une mésaventure. Il s'assoit, je suis content, je prends un livre et ça s'appelle « Les vacances ». C'est complètement idiot comme histoire, hein, mais je m'en fiche, je veux vous le dire. Vous savez tout par cœur ce que je vais dire, mais c'est très important. Les vacances. Alors, Georges part en vacances à la montagne. Morissette part en vacances à la mer. Part en vacances à la campagne, un tel part en vacances, etc. Chris ferme le livre et crie « Moi, je pars en vacances à la montagne ». Et là, tous les enfants se moquent de lui. Ils disent « Toi, t'es un clochard, tu quittes jamais le quartier, t'as même pas la clé, y a même ta porte, elle ferme même pas ». Donc voilà un livre qui communiquait ce que tu viens de dire, c'est-à-dire faire sentir à des gens qui sont pas comme tout le monde. C'est très bête, mais c'est fondamental pour nous à TD Carmonde. Ils ne sont pas comme tout le monde. On parlait hier d'aller à l'opéra, tu dis « je ne me sentirai jamais à ma place ». Donc voilà, Chris, vous savez, les vacances, il y a 40% des gens en France qui ne partent pas en vacances. Et tous les ans, vous entendez « ah, les Français sont partis en vacances ». Mais qu'est-ce qu'ils vivent, les 40% ? Qu'ils n'existent pas ? Ou qui sont des gens bizarres ? Ils ne se reconnaissent pas dans la culture. Et ça fait des années, nous, à TD Carmonde, qu'on est avec cette question de protocole culture et pauvreté. Mais récemment, on a fait un gros travail parce qu'il y a des trucs sur lesquels on bute depuis 60 ans, en fait. Et on s'est dit, on va embaucher des philosophes pour penser avec nous. Donc, des personnes en situation de pauvreté. Toi, ton papa travaille beaucoup dans d'autres recherches sur l'école et l'orientation. Donc, il y a des gens qui ont l'expérience de la pauvreté, qui produisent des choses avec nous. Donc, on a produit ce livre qui s'appelle « Pour une nouvelle philosophie sociale ». C'est aux éditions Bordelot. « Transformer la société à partir des plus pauvres ». On a identifié 3 sujets qui faisaient problème. Le droit, souvent le droit se retourne contre les gens. La résistance, vous nous dites que c'est formidable de résister, mais c'est épuisant de résister en permanence. Et le 3e, c'est de ça dont je vais dire quelques mots maintenant, c'est l'injustice épistémique. On a dit c'est l'injustice liée au savoir. Et là, c'est grâce à un collègue qui a parlé de ça, ça vient d'une philosophe anglaise féministe qui s'appelle Miranda Fricker.
l'injustice liée au savoir. Elle dit, bien sûr, il y a l'injustice d'accessibilité. On en a beaucoup parlé ce matin. Injustice de mauvaise distribution des biens et en particulier du savoir. Mais il y a d'autres formes d'injustice qui sont fondamentales et qu'on a passées sous silence depuis toujours. Elle est féministe, elle part de l'expérience des femmes qui nous a énormément éclairés. La première injustice, c'est celle de ne pas être crue. Là, concrètement, si toi, tu avais voulu dire « mais chez moi, personne, il n'y a pas de livre et tout », tu n'aurais pas été cru. Voilà, on ne croit pas. Et la deuxième... Alors, je voudrais lire un tout petit extrait d'une femme qui a écrit avec nous. « Dans mon enfance, j'étais différente car j'étais une enfant de l'assistance publique et je m'apercevais que d'autres enfants ne s'approchaient pas de moi. Je ne parlais pas et je me renfermais sur moi-même, j'avais peur de jamais être cru. Il faut dire que mon vécu de tous les jours était impossible à croire tellement il était dur. Les injustices liées au savoir sont importantes pour moi car elles causent des torts. Si on vous répète devant votre enfance que vous ne savez rien, que vous n'êtes pas intelligente, vous ne croirez jamais que vous êtes capable de faire des études. » Et là, ça, c'est deux... Alors ça, c'est ne pas être cru. L'autre injustice fondamentale, c'est l'injustice d'interprétation. Vous vivez quelque chose et on vous colle une interprétation par-dessus vous. Et ça ne correspond pas à ce que vous pensez. Et vous n'avez pas les ressources herméneutiques, comme on dit, c'est-à-dire les ressources pour interpréter vous-même ce que vous vivez. C'est toujours les autres qui qualifient ce que vous vivez. Miranda Fricker prend l'exemple féministe du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, c'est une notion qui date des années 80. Mais avant que la notion existe, c'est une notion qui a été gagnée par des combattants, des combattantes plutôt, pour être plus précis. Pardon. Avant que la notion n'existe, les faits existaient déjà. Vous êtes d'accord? Et on appelait ça de la drague un peu appuyée, de la galanterie lourde. Voyez? Donc, vous vivez quelque chose et le mot qui le qualifie est complètement à l'envers. Les gens en situation de pauvreté vivent ça très souvent. Je pense à une petite Nathalie qui, à l'école, on avait demandé à quoi sert la mairie. Et elle dit, la mairie, ça sert quand ma mère est malade. Et tout le monde dit, ben non, la mairie, ça ne sert pas quand ta mère est malade. Tu t'es trompé. Et tout le monde se moque. Nathalie Vinet, il faudra que tu la rencontres un jour. Et voilà. Et après, Nathalie, elle nous raconte cette histoire. Elle dit, mais moi, je sais bien que quand ma mère est malade, c'était avant la CMU, il fallait que j'aille à la mairie chercher un ticket rose pour que ma mère ait l'aide médicale gratuite. Donc son expérience était niée par l'école. Voilà. Et ça, c'était son expérience, l'interprétation, le sens de son expérience. Pas seulement qu'on ne la croyait pas, mais le sens. La dernière injustice qu'on a rajoutée aux travaux de Miranda Fricker, et elle en était très touchée, c'est l'injustice de transmission. C'est-à-dire que les personnes en situation de pauvreté sont empêchées de transmettre leur expérience, leur sagesse, leur combat à leurs propres enfants. Énormément d'enfants sont enlevés aux familles pour être dans des foyers. Bon, ils ont plus chaud, ils ont plus à manger, tout ce que vous voulez. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est d'hériter de la lutte de leurs parents. Il y a un très bon livre d'Albert Camus qui s'appelle « Le premier homme ». En fait, le premier homme, c'est l'homme pauvre qui n'hérite rien de l'histoire de sa famille. Pour nous, c'est fondamental. C'est pour ça que, bien sûr, il faut accéder à la lecture, mais il faut aussi accéder à l'écriture. Pour nous, c'est fondamental. On fait des énormes efforts. On recueille ça, on est en train d'enregistrer. On va le mettre dans nos archives. On vient de faire reconnaître par l'UNESCO nos archives comme patrimoine mondial documentaire de l'humanité. Pour nous, c'est fondamental de prendre conscience que les gens pauvres ne contribuent pas au patrimoine. Alors évidemment, il y a quelques œuvres qui sont fondamentales, qu'ils connaissent. Voilà. Et donc, dans les préconisations, je vous invite à lire, en fait. À lire les récits que des gens comme toi, Jennifer, ou ton papa, ou ta grand-mère. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire de Jennifer, c'est que sa grand-mère était déjà une militante. Elle travaillait avec mon épouse. Et en fait, si Jennifer elle a un certain culot pour parler, c'est parce qu'elle est debout sur des épaules de géants, comme on dit dans les luttes. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à oser dire que ce n'est pas normal, que ce n'est pas une fatalité, alors ces enfants peuvent aller un petit peu plus loin. Soutenir ça, soutenir que devenez bien sûr des lecteurs publics, mais aussi des écrivains publics. Lisez. Alors on vous propose de lire le journal de l'ATD Quart Monde, qui est formidable, parce qu'il y a toujours des récits dedans de gens en situation de pauvreté. Il suffit de vous laisser notre nom à la sortie, on vous l'envoie pendant 1 an. Il y a des très forts écrits aussi, des enfants du courage. Ce que tu viens de nous raconter, ça pourrait faire un petit livre dans la collection Enfants du courage. C'est-à-dire que tu as eu le courage de ne pas foutre le camp quand même. Et puis un beau jour, tu as trouvé quelqu'un, tu as dit « moi je veux apprendre », alors que tu avais dit
je ne veux plus en entendre parler. Voilà, lutter contre les préjugés, c'est fondamental. Donc on a fait ce petit livre, En finir pour les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. Bien sûr, il faut faire une alliance entre tous les acteurs. Mais l'alliance fondamentale, c'est l'alliance entre les acteurs et les premiers concernés, bon sang de bois. Donc ceux qui lutteront contre la pauvreté, c'est ceux qui la vivent. Ceux qui lutteront contre les exclusions dont on parle, c'est ceux qui la vivent. Et donc nous, on doit se considérer comme leurs alliés, comme derrière eux, et pas à leur place. C'est comme les hommes qui se prétendent féministes, des fois ils parlent à la place. Et donc la question de ne pas parler à la place, mais d'être là en soutien, de croire, et d'être là en soutien, c'est ça notre grande demande à votre alliance, qu'elle devienne l'allié des personnes qui sont concernées. Merci beaucoup Bruno. Est-ce que Jennifer et Marie voulaient dire un petit mot de conclusion, sachant qu'il y aura un temps de questions à la fin de la table ronde qui permettra aussi à la salle et aux réseaux sociaux de vous poser des questions ou de vous permettre de compléter? C'est pas un mot de conclusion, mais c'est une petite, un petit passage de l'histoire de Jennifer qui est intéressant, qu'on a un peu zappé, mais à propos des livres qui font obstacle au fait de se reconnaître, de reconnaître que on fait partie de la société. Il y a au contraire des livres qui aident à grandir. Et Jennifer, elle avait une histoire à propos de ça. Elle a lu un livre qui l'a aidée. Tu peux nous raconter ? J'étais en 3e ou 4e, je crois. On m'avait offert un livre où le livre s'appelait Dis-moi tout. En fait, c'était l'histoire d'une jeune fille harcelée à l'école où elle avait un livre où elle écrivait tous ses problèmes dedans. Et un beau jour, dans cette histoire, en fait, elle a été devant tous ses camarades en leur disant que ouais, je suis peut-être pas comme vous, mais j'ai du vécu et moi aussi, je peux en parler. Et c'est pas une raison de m'enfermer dans mon coin et de pas dire ce que je pense, en fait. Du coup, ce livre-là m'a aidée puisque en fin de 3e, on devait expliquer comment a été notre parcours dans cette école. Donc, du coup, je me suis dit, si dans le livre, on peut le faire aussi en tant que réel, en fait. Donc, oui, cette livre m'a beaucoup marqué et j'ai pu enfin dire ce que je voulais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve là, devant beaucoup de personnes, un peu effrayée, je vous avoue, pour parler de ce que j'ai vécu, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à Jennifer, merci beaucoup à vous. Merci vraiment pour la détermination de votre parole sur la lecture et merci pour tous les enfants qui, du coup, ne resteront pas de côté grâce aux souhaits que vous formulez. Vraiment, grand merci, merci à vous. Merci à vous trois. Peut-être pour faire un écho, je me tourne vers Christophe et Julien de la BPI. La question de la dignité, la question de la justice sociale, je crois que c'est très au cœur de votre façon de penser la lecture publique. Et est-ce qu'on peut dire que fréquenter la bibliothèque, c'est une façon, en renforçant les liens sociaux, peut-être de conjurer le processus de disqualification sociale ? Oui, alors je commence peut-être tout de suite par parler de l'enquête de Serge Pogam, au risque de manquer de temps. Je voudrais quand même rappeler qu'à la BPI, puisque vous m'aviez proposé de faire un petit point historique aussi, Julien a rappelé que la présence de personnes en situation de précarité, de grande pauvreté, n'est pas une nouveauté à la BPI depuis l'ouverture. Mais on pourrait remonter plus loin, parce que la BPI, en fait, elle trouve son origine en partie dans une salle B de la Bibliothèque nationale qui a été ouverte du milieu du 19e siècle jusqu'au début des années 30. Et dans laquelle, en tout cas à la fin de son existence, il y avait tout un petit peuple qui la fréquentait. Donc vous aviez la nationale avec un grand N d'un côté, et la salle dite B, avec des usuels, avec des ouvrages de référence, avec de la presse, qui était fréquentée par un petit peuple. Des miséreux, comme on disait d'ailleurs à l'époque, des étudiants désargentés, des personnes sans domicile fixe, des personnes très âgées qui ne travaillaient plus. Et dans l'inspiration qui permettra d'ouvrir la BPI, il y avait cette salle B en tête. La BPI ouvre en 1977. C'est une bibliothèque nationale, vous l'avez dit, mais c'est important à rappeler, ouverte à toutes et tous. Il y a cette notion d'accessibilité quasi inconditionnelle. Alors, il y a des conditions, parce qu'il faut avoir l'idée quand même de franchir le seuil de ce bâtiment qui en impose pas mal. C'est le Centre Pompidou, c'est un centre prestigieux d'art contemporain, l'une des plus belles collections au monde.
avec une centralité parisienne, en plus, donc une centralité symbolique, une centralité parisienne. Malgré ça, malgré ces barrières éventuelles, la BPI a tout de suite été fréquentée par des personnes désargentées, en situation de précarité sociale, au sens large, économique, bien sûr, des personnes sans domicile fixe, des migrants, des personnes sans papier. Et les choses ont eu tendance à se renforcer. Vous le disiez bien dans votre introduction, effectivement, le contexte de la précarité, il est différent aujourd'hui. La précarité, l'enveloppe de la précarité est sans doute beaucoup plus grande qu'avant, et on commence à mieux la connaître aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'intéresse à des formes de précarité sociale auxquelles on ne s'intéressait pas autant avant. Les étudiants précaires, qui ne mangent pas à leur faim tous les jours, qui n'ont pas nécessairement aussi d'espace personnel de travail. Voilà, à la BPI, évidemment, ce type de fréquentation, on l'observe. Julien fera un point tout à l'heure sur les mineurs non accompagnés, très présents en ce moment à la bibliothèque. Voilà. Et historiquement, donc, on a suivi, on a essayé de mieux qualifier aussi ce type de fréquentation. Et dans le cadre d'une grande enquête qui a eu lieu en 1997 sur les usagers hyper assidus de la bibliothèque, c'est devenu les habitués, pour trouver une formule plus sympathique, plus littéraire par certains côtés. À l'occasion d'une fermeture déjà de la bibliothèque en 1997, parce que le centre allait être reconfiguré, on a fait une grande enquête qualitative. On a réalisé une 60aine d'entretiens. Et évidemment, quand vous parlez d'hyperassiduité et que vous essayez d'identifier les gens parce qu'ils sont très présents et qu'on parvient à les reconnaître tellement ils sont très présents, voilà, au cours de cette enquête, on avait croisé plusieurs profils de personnes sans domicile fixe, avec des liens sociaux un peu cassés, des personnes isolées, des étudiants particulièrement désargentés, des intellectuels précaires. Il y en a beaucoup aussi à la BPI et dans beaucoup de bibliothèques, pas seulement à la BPI, bien sûr, dans les bibliothèques de la ville de Paris, mais je suis certain aussi en territoire rural, tout simplement des journalistes qui sont pigistes et qui n'ont pas de contrat régulier, qui vivotent de leur plume. Voilà. Dans les bibliothèques, ce petit peuple littéraire, il est très présent. Et on s'était dit, il faudrait aller plus loin, parce qu'on avait recueilli des témoignages très forts, bouleversants, sur la façon de fréquenter la BPI, sur la façon de s'y sentir à l'aise, et sur les effets que la bibliothèque pouvait avoir sur l'existence et sur les conditions de vie précaires en particulier. Et ça nous a donc incité à lancer cette enquête qui, à un moment, a croisé un besoin de l'institution, puisque c'était le directeur du département des publics à l'époque, qui lui aussi sentait qu'il y avait quelque chose à faire pour essayer peut-être de renforcer l'action de la bibliothèque sur ces publics, mieux les servir, mieux les comprendre, mieux les aider, mais faciliter aussi les modalités de cohabitation au sein de la bibliothèque, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est pas toujours si facile, et ça aussi, toutes les bibliothèques ont cette expérience. Voilà, c'est ce qui nous a permis de lancer cette enquête et de proposer à Serge Pogam et à Camilla Giorgetti, mais à des chercheurs qui étaient associés aussi, de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs, de réaliser cette enquête qui a eu plutôt on va dire une méthodologie qualitative, c'est-à-dire qui a usé de méthodes quasi ethnographiques pour non pas diffuser des questionnaires auprès de ces personnes, ça n'aurait pas eu de sens, mais essayer de vivre avec elles pour comprendre quels usages elles avaient de la bibliothèque, pour apprendre à se faire connaître avant de déclencher des témoignages, sachant que bien souvent les personnes en situation de grande précarité ou de grande pauvreté, comme vous le dites bien, c'est bien d'utiliser ce terme pauvreté, je trouve, parce qu'on a tendance à utiliser des euphémismes, on en reparlera pour la BPI, champ social, même précarité par certains côtés. Non, grande pauvreté, c'est vraiment ça, c'est clairement ça. Et certaines ne souhaitaient pas témoigner. Voilà. Vous voulez que j'aille plus loin sur les résultats ou On a encore quelques minutes pour aller sur les résultats. Okay. Oui, vous disiez certaines ne voulaient pas. C'est vrai qu'il y a aussi le fait de potentiellement vouloir se fondre dans le public de la bibliothèque sans être repéré, c'est ça ? Tout à fait. Et ça a été, d'ailleurs, puisqu'on parle de résultats, ça a été pour nous un résultat très important. On était parti, et notamment du côté du département des publics, dans une logique de se dire qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter comme service
spécifiques, hein, comment on pourrait les orienter vers les associations, vers des dispositifs. Ici, les bains-douches, là, on peut vous mettre en contact avec une association d'alphabétisation, ce genre de choses. Ici, à la BPI, on a des services d'auto-formation à telle ou telle chose. Et en fait, le maître mot... alors, quand on dit personnes en situation de précarité sociale, hein, Pogam a identifié trois stades différents. Et lui aussi, alors, je pense que vous êtes aussi en partie inspiré de ses travaux, mais il part du principe que la disqualification sociale, ce n'est pas un état, c'est très souvent un processus. On peut entrer en situation de disqualification sociale. Heureusement, on peut en sortir aussi. Mais on peut aussi parfois passer d'un statut à un autre et parfois descendre aussi les étages. Et ça mérite d'être pris en... Il faut en prendre conscience. Et il identifiait, lui, trois différentes catégories, 3 stades. La fragilité sociale, la dépendance et les situations de rupture. Voilà. Et il est bien évident que le maître mot, sauf peut-être pour les personnes qui étaient en rupture, c'est qu'à chaque fois, elle disait « mais nous, on ne veut pas être étiqueté personne à problème, personne en situation de grande précarité, différent des autres ». Il ne souhaitait pas du tout être stigmatisé, il voulait être dans la bibliothèque comme n'importe qui d'autre. Et le premier service que pouvait leur rendre la bibliothèque, c'était de respecter ce principe. Et par conséquent, il fallait faire attention aussi dans le cadre de l'enquête pour ne pas braquer l'éclairage sur en leur disant « vous êtes vraiment très différents des autres, à quoi ça tient ?» Et donc, il y a eu tout un travail d'approche qui a été très fin pour essayer de les approcher de façon très, très humaine. Et très simple. Sur les résultats, très vite, avant de passer la parole à Julien, l'enquête nous a vraiment permis de mieux connaître les modalités d'usage de ces usagers, hein, des hommes, des femmes, des personnes parfois très âgées, mais quelques personnes jeunes, des personnes en situation de désaffiliation sociale parfois assez grande. Et l'enquête permettait de revenir aussi parfois sur une forme de stéréotype qui consiste à dire, voilà, les personnes sans domicile fixe, les personnes désaffiliées socialement, elles utilisent la bibliothèque, elles utilisent le lieu parce que il y fait chaud, on peut s'endormir, on peut passer aux toilettes facilement, c'est gratuit, les toilettes. On peut passer du temps, s'endormir sur place, dans un état de relative protection. Non, l'enquête a montré qu'ils avaient des besoins et des usages culturels parfois assez intenses, que ce soit avec la presse, avec Internet, avec certains qui écrivaient d'ailleurs sur Internet et qui parvenaient même à placer des articles dans des quotidiens gratuits, des articles qui n'étaient pas rémunérés, mais qui étaient parfois rémunérés en nombre de vues, quoi. Donc il y avait toute une économie là, non conventionnelle qu'on a pu découvrir. C'est vraiment la frange des fragiles, nous, qui a été pour nous une grande découverte. On pouvait s'en douter, mais parfois on nous a dit, vous savez, telle personne là qui vient régulièrement, costume attaché caisse, mais qui est là tous les jours. Voilà. Sachez que cette personne, en fait, elle n'a pas de domicile, elle dort dans sa voiture. Alors il changeait de chemise et de cravate quasiment tous les jours, mais il n'avait pas de travail, il n'avait plus de lien avec sa famille, et il était vraiment dans un état de désaffiliation complète. Ça, on ne l'avait pas vu. Donc l'enquête nous l'a vraiment révélé. Et dernier point, mais si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers, autant sur la méthode que sur les résultats. Julien parlera peut-être plutôt de ce que ça nous a permis de faire en termes de structuration des services dans un deuxième temps. L'enquête nous a permis, et c'est pour ça que je trouve que les témoignages sont très forts, là, déjà, dès le début. Du coup, l'Alliance pour la lecture, elle permet d'avoir ce collectif qui donne de la force et qui permet de prendre du recul. Elle nous a permis de légitimer auprès, d'abord, de la direction de la BPI, de la direction du Centre Pompidou, avec aussi le service livre-lecture du ministère de la Culture, de légitimer la présence de ces personnes en situation de précarité, voire de grande précarité sociale. Et en particulier, les personnes qui semblaient gêner le plus les autres. Et elle nous a permis véritablement, auprès des collègues, auprès de l'ensemble de la communauté professionnelle, des autres publics, de légitimer en partie leur présence et de les défendre par certains côtés. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir.
la parution du livre de Serge Pogam, hein, donc voilà, des pauvres à la bibliothèque, enquête au Centre Pompidou. Vous pourrez peut-être trouver quelques vidéos encore d'intervention de Serge Pogam sur certains sites de partage de vidéos, a entraîné tout un tas de prises de contact de journalistes qui ont été décilés parfois à la lecture du livre de Pogam, hein, en nous disant il se passe ça à la bibliothèque, il se passe ça à la BPI, je n'avais pas bien compris. Il y a ce petit monde, hein, parce qu'ils sont parfois... il y a des formes de territorialisation, hein, dans certains services, dans certains espaces spécifiques. Hein. À l'époque, les télés du monde qui n'existent plus, l'auto-formation, l'espace presse, Internet en accès libre, qui n'est plus tout à fait proposé de la même façon non plus. Et ensuite, il y a plein de journalistes qui sont venus faire des enquêtes de terrain et réaliser des entretiens pour témoigner aussi de ce que cette institution parvenait à faire. Donc voilà, il y a eu vraiment des effets, on va dire, pour tout le monde, aussi bien pour les commanditaires que pour les personnes qui étaient enquêtées. Et justement, je pense que c'est là, Julien, que vous allez pouvoir venir aussi illustrer la façon dont ça a peut-être changé complètement vos façons de travailler. Peut-être avec ce que disait Christophe aussi, de ne pas travailler en catégorie et d'essayer de vraiment travailler une accessibilité large, pleine. Et donc, je vous laisse nous présenter. On verra la slide aussi sur le site de la BPI en écho à vos propos. Okay. Alors effectivement, un des enseignements de cette enquête, un enseignement capital, c'était cette volonté d'être à la BPI comme les autres, de ne pas être stigmatisé, de ne pas être repéré. Et donc il fallait concevoir quelque chose, une offre, et aller vers les personnes sans labelliser l'offre en tant que telle. Donc je vais revenir un peu sur des questions de terminologie, parce qu'on a quand même une terminologie aussi du côté professionnel, mais qui ne franchit pas la barrière entre le professionnel et le public. Donc nous, on parle de public du champ social, et on parle de cette manière-là pour être le plus large possible. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des publics qui sont à des niveaux de précarité, d'expérience de précarité très différents les uns des autres. Hein. Comme le rappelait Christophe, ça va... de gens qui peuvent avoir juste un peu de difficulté à boucler leur fin de mois ou à vivre économiquement, à des gens qui sont en situation de très grande marginalisation sociale et économique. Ce qu'a entraîné aussi l'enquête, sans doute, c'est la structuration professionnelle au sein du département des publics dans le service dont j'ai la charge de cette mission, puisqu'on a un poste qui est... donc c'est ma collègue Camille Delon, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui est entièrement dédiée à cette question des actions en direction des publics du champ social. Elle a pour ce faire fait un état des lieux de ce qui se pratiquait à la BPI, et elle a mis en place un plan d'action. Ce plan d'action a 3 axes principaux. Alors, je ne vais pas le décrire en détail, hein, je vais vite passer à ce qu'on fait concrètement, mais juste pour vous dire, il a 3 axes principaux. Un axe vers les publics qui fréquentent déjà la BPI, puisque on n'a pas attendu l'enquête pour le savoir, mais malgré tout, elle a matérialisé ça de manière singulière. Un autre axe qui est de faire connaître à des publics qui ne fréquenteraient pas la BPI via des partenariats avec des acteurs du champ social, notamment et surtout la programmation culturelle de la BPI, c'est-à-dire les temps forts que sont les expositions, les festivals de littérature contemporaine et de jeux vidéo, et puis la programmation au long cours toute l'année de conférences, de rencontres, etc. Et donc de pouvoir aussi ouvrir toute cette programmation à un public qui n'y viendrait pas. Et enfin, le 3e axe, c'était d'outiller les collègues sur ces questions-là. Ensuite, le plan d'action a aussi servi à prioriser un peu les actions, et donc la priorité a été mise sur les personnes en grande précarité et les personnes en situation d'exil et de migration. Voilà. Donc ce qu'on fait à la BPI, alors on a tout un ensemble d'offres au sein de la BPI même qui prennent la forme de permanence, d'ateliers et d'accueil.
Et alors, encore une fois, toutes ces offres ne sont pas du tout labellisées en direction d'un public particulier. On sait qu'elles répondent à des besoins de certains publics. Pour les permanences, on a une permanence d'accès aux soins pour toutes et tous, donc en partenariat avec l'association Migration Santé. Une permanence d'écoute anonyme en partenariat avec la Porte Ouverte Paris, une permanence d'écrivain public avec l'association Mots sur Mesure, une permanence d'aide juridique avec la clinique juridique, et ce qu'on appelle les déclics informatiques, qui est une permanence assurée par des bibliothécaires de la BPI pour aider les gens qui sont mal à l'aise avec les outils numériques. On a aussi des permanences de recherche d'emploi et de démarches administratives en ligne. À ça s'ajoutent des ateliers. Donc, comme je vous disais, une des priorités était sur les publics en situation d'exil et de migration. Donc, ce sont des ateliers français langue étrangère. On a des ateliers de conversation, des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre. Et ces ateliers sont articulés avec l'espace auto-formation de la BPI qui propose beaucoup de méthodes de langue, de méthodes d'apprentissage, enfin d'auto-apprentissage pour le coup. Et on a un atelier Bon Plan à Paris, donc qui est un atelier participatif où nous on amène tout ce qu'on connaît comme bon plan sur Paris et on demande aux gens de venir avec leurs bons plans à eux. Alors des bons plans dans tous les domaines. Ça peut être pour se loger, se nourrir, ça peut être pour accéder à la culture, ça peut être tous les bons plans. On les partage, on en fait nous une collecte qu'on repartage à l'atelier suivant et ça s'enrichit comme ça au fur et à mesure, et c'est aussi une manière d'inviter au croisement des publics. En plus de ça, on propose aussi des visites découvertes et des accueils de groupes, surtout dans l'espace auto-formation. Donc ça pour des groupes constitués par des partenaires associatifs qui œuvrent dans le domaine du champ social. Donc voilà à peu près la palette de nos interventions. Est-ce que justement sur ces partenaires, vous voulez dire un tout petit mot sur La Cloche qui nous fera aussi la passerelle après avec Tiphaine, ou est-ce que je vous fais anticiper Non, je peux en venir à La Cloche tout de suite et puis parler après de... Oui, alors avec La Cloche, on avait mis en place, donc c'est un de nos nombreux partenaires, on les avait sollicités pour les publics en situation de sans-abrisme et donc de grande précarité. On les a invités à venir à la BPI elle-même faire ce qu'ils font ailleurs, à savoir aller aller à la rencontre. Ils l'ont fait, puis ils ont mis en place, ça a duré pendant 2 ans, une permanence de rencontres solidaires et qui a permis aux gens de venir les rencontrer. Alors ils ont vu qu'ils croisaient à la BPI des gens qui croisaient par ailleurs. Et ils ont mis en place la permanence pour aussi ne pas forcément les approcher dans le cadre de la BPI quand ils étaient avec les autres publics, mais pour signaler leur présence et dire voilà, on est là, on est dans un petit local à côté, vous pouvez venir nous voir, mais nous, on ne va pas venir vous déranger, entre guillemets, pendant que vous êtes à la BPI parmi les autres, justement pour ne pas commettre l'écueil qui nous avait été bien signalé par l'étude, de ne pas... signaler à certains publics qu'ils sont repérés en tant que dans telle ou telle situation. Après, cette permanence, elle a duré un certain temps et puis on a demandé à La Cloche après de faire évoluer, de nous proposer un autre type d'intervention. Donc ils ont fait une fresque de la rue qui associait certaines des personnes avec qui ils travaillent, qui sont donc en situation de sans-abrisme, et certains de nos publics. Pour faire une fresque de sensibilisation à ce qu'est exactement la situation du sans-abrisme, concrètement. Et on leur a demandé de participer à l'outillage des collègues en proposant une formation sur le même modèle. Et donc, on doit en être à la 3e édition de cette formation. Donc, on espère au bout d'un moment pouvoir faire passer, que tous les collègues aient pu en bénéficier. Tous les collègues qui font de l'accueil du public à la BPI, ce qui est la très très grande majorité des collègues de la BPI. Et donc ça prend la forme d'une intervention par La Cloche, comme toutes leurs interventions sont faites
sont co-construites avec les gens pour qui ils interviennent. Donc il y a une personne soit en situation de sans-abri, soit qui a connu à un moment de son parcours cette situation, qui intervient avec eux. Et les collègues peuvent, comme ça, aussi amener toutes les questions qu'ils ont par rapport à ces publics. Juste pour terminer, dans l'outillage qu'on leur apporte, il y a cette formation, il y a aussi des guides. C'est-à-dire qu'à tous les bureaux d'accueil, on distribue le guide le guide solidarité de la mairie de Paris, je vais y arriver, ainsi qu'un vadémécum du champ social qu'a rédigé ma collègue pour que les collègues puissent s'y retrouver. Merci à tous les deux. Je trouve que ça complète et ça illustre bien aussi ce que vous disiez tous les trois, c'est-à-dire cette importance d'écouter la parole prioritairement des personnes en situation de grande pauvreté, et à partir de là, avec un travail d'universitaire comme ont pu le faire la Camélia Giorgetti et Serge Pogam, de prendre la hauteur de vue qui permet à nous toutes et tous dans les institutions culturelles, par exemple, d'essayer d'adapter et d'entendre au lieu de projeter des choses d'emblée. En tout cas, c'est beau de voir comment ça fait bouger le réel aussi, donc merci à vous deux. Et puis merci pour cette passerelle avec votre voisine de gauche, Tiffaine Guérin de la Fédération des acteurs de la solidarité, qui, Tiffaine, vous le disiez tout à l'heure, la Fédération réunit 900 acteurs dans toute la France, et vous avez une prise de position très forte sur l'importance d'intégrer les pratiques culturelles dans l'accompagnement social et de faire de la culture vraiment un puissant levier d'insertion. Est-ce que dans un premier temps, vous voulez peut-être nous parler un petit peu de vos actions autour de la lecture, et puis élargir après à je sais ce qui est un de vos grands chantiers aussi, d'œuvrer à l'interconnaissance mutuelle des acteurs, et puis peut-être nous parler du plaidoyer pour la lecture, sachant qu'après on pourra évidemment recompléter les uns les autres autour de la table, et puis prendre les questions du public dans la salle et sur les réseaux. Oui, alors je vais dire un petit mot rapidement quand même sur le plaidoyer pour la culture qu'on a sorti en 2023, oui, donc l'année dernière. Ça fait depuis des années quand même que la question de la culture est portée par la Fédération des acteurs de la solidarité, simplement parce que les actions culturelles, heureusement, sont partout dans les structures de nos adhérents. On n'a pas attendu de faire un plaidoyer culture pour qu'il y ait plein d'actions culturelles, d'initiatives qui se créent avec les publics en situation de précarité. Mais symboliquement, de le porter, de le poser l'année dernière, ça permet de... on a 8 axes de ce plaidoyer, le lien peut être partagé plus tard. C'est aussi d'avoir un support pour parler avec les pouvoirs publics, mais aussi avec les acteurs du champ de la culture. Et nous, on parle d'abord de culture, et ce qu'on veut dire par là, en gros, c'est à quel point l'intégration des droits culturels, des pratiques culturelles, mais aussi de l'accès à la vie culturelle du territoire dans lequel on se trouve est hyper important pour les personnes elles-mêmes. On l'a un peu dit tout à l'heure, mais la culture, c'est un lien, ça restaure la confiance en soi, l'estime de soi, c'est un pont avec les autres, mais c'est aussi très important pour les travailleurs sociaux. Dans cette période de crise du travail social et de crise des métiers de l'humain, encore des métiers très féminisés, on a besoin de retrouver du sens aussi dans le lien avec l'autre, et ça passe par les actions culturelles. C'est important aussi pour la vie de nos associations de créer du lien avec le territoire, de rencontrer de nouveaux bénévoles, de nouveaux partenaires, et puis par cette ouverture, de aussi changer le regard qu'on porte sur la pauvreté, sur les personnes en situation de pauvreté. Et donc, on parle de culture d'abord parce qu'en fait, dans notre secteur, il y a quand même un grand enjeu de laisser de la place aux actions culturelles. Et presque la lecture et le livre, c'est un peu une niche, c'est hyper important et on rejoint l'Alliance pour ça, mais c'est que d'abord, il y a quand même tout cet enjeu de mieux intégrer les pratiques culturelles à l'accompagnement social global. Et pourquoi c'est important, c'est de remettre les personnes dans leur dignité totale et de les prendre dans un ensemble. Et l'ensemble de nos vies à tous, c'est aussi ce qui nous fait vibrer, rêver, et c'est ce qui fait notre dignité. Je trouve que les droits culturels expriment bien ça. Donc c'est une notion qu'on reprend beaucoup au sein de la FAS. Je reviendrai après plus spécifiquement sur ce plaidoyer, mais du coup, au niveau des actions livres et lecture, alors nos adhérents font plein de choses. Je vais vous donner quelques petits exemples comme ça. Ça va de toutes petites actions à de beaucoup plus grandes actions. Par exemple, je pense alors ça se passe au Centre Pompidou et peut-être aussi en lien avec la BPI, mais l'Armée du Salut et la Chorba qui distribuent des petits-déj... Vous participez. Les petits-déj Art and Food de la Chorba, l'Armée du Salut, le principe est génial, c'est des distributions alimentaires qui répondent à un besoin, sur le temps du matin plutôt, mais qui se passent dans des lieux culturels. Et à chaque fois, enfin en tout cas, il y a très régulièrement un monsieur qui installe une table avec des livres
qu'il a glanées et voilà, comme une bibliothèque mobile qu'il crée. Toute petite initiative dont je vous fais part. Autre mini-initiative, c'est les bibliothèques dans les structures d'hébergement, dans les CHRS, centres d'hébergement de réinsertion sociale, dans les centres d'hébergement d'urgence, qui sont parfois peu fournis, parfois vivent peu, parfois sont aidés par les bibliothèques du coin pour se renouveler, être mis en forme, et parfois sont aidés aussi par des partenaires comme Bibliothèques sans frontières avec leur appel à projet Microbibli. Et enfin, nous, alors vous le verrez, vous l'avez compris, au sein des adhérents, il y a plein d'initiatives. Et nous, au sein de la FAS, en tant que tête de réseau, parce que notre travail, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû le préciser un peu, c'est de porter des plaidoyers, de dialoguer avec les pouvoirs publics, mais aussi d'animer le réseau autour de ces thématiques. Donc on rend des services aussi aux adhérents. Et autour du livre et de la lecture, on a 2 grandes actions qui sont en lien avec les Nuits de la lecture, qui est un événement qui a lieu tous les ans au mois de janvier, que vous devez connaître par cœur, vous, acteurs du livre et de la lecture, mais nous, acteurs du champ social, un peu moins. Et on distribue des chèques lire pour aider les structures du secteur du coup de l'accueil et de l'hébergement à monter des petites actions livre et lecture, des choses toutes bêtes. Et chaque année, il y a environ une vingtaine de projets, parce que j'ai une petite enveloppe pour l'instant chèque lire, mais qui un jour peut-être grandira, mais des petits projets comme aller faire visiter la librairie et à un petit groupe de personnes et discuter du métier de libraire, faire ouvrir les portes de la bibliothèque et inciter à l'inscription, mener un atelier d'écriture dans une pension de famille avec un auteur local du coin, enfin des toutes petites actions, mais qui permettent de distiller en tout cas ce goût du livre et de la lecture dans les structures. Et deuxième grande action, c'est avec le Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis, c'est la distribution de kits lecture dans le cadre de l'été culturel du Salon du livre, et qui là nous permet, l'année dernière on a touché 1200 familles dans 6 territoires en France, voilà, et ça nous fait... Ça permet de faire vivre vraiment la question des... On parlait des vacances tout à l'heure, mais d'avoir aussi des outils pour outiller les professionnels et les familles dans traverser ce temps de vacances avec des outils ludiques adaptés. Il y a un autre projet dont je n'ai pas parlé, mais je voulais citer un exemple parce qu'il témoignera tout à l'heure. C'est un projet d'Emmaüs Solidarité dans le centre d'hébergement d'urgence Paris-Ivry qui s'appelle les Brigades de la lecture. Et petit teasing, ils interviendront au plateau radio tout à l'heure. Pascaline, tu m'as invité aussi à parler des besoins d'interconnaissance. C'est quelque chose d'essentiel et c'est aussi pour ça qu'on est là, qu'on fait alliance. On l'a dit beaucoup dans les ateliers. Nous, à la FAS, en tant que fédération, c'est vraiment notre rôle d'être en lien. Et par rapport aux acteurs de terrain, on a beaucoup plus le temps d'aller rencontrer les partenaires. Mais cette rencontre avec les partenaires, elle est essentielle à tous les niveaux. Tant au niveau plutôt global, on va dire macro-national, mais aussi au niveau local et territorial. C'est très important d'identifier qui est qui, et notamment peut-être nous vous aider à comprendre qui on est avec notre lexique CHRS, CADA, CHU, DNA, etc. Alors vous avez fait un vadémécum, moi j'ai commencé à faire une trame pour Pascaline et ce serait bien qu'on arrive à avoir un truc commun et voilà, élaborer tous ensemble. Et le milieu du livre n'est pas en reste non plus avec les acronymes de CTL, CDL, CDLI, oui. Comme on a entendu tout à l'heure. Tout à fait. En tout cas, il y a de la traduction mutuelle qu'on peut se faire, y compris peut-être si tu veux dire d'ailleurs un mot sur champ social, puisque oui. C'est vrai que les acteurs du livre utilisent beaucoup le terme champ social, qui pour vous, et je crois que c'est la même chose pour vous, recouvre pas du tout les mêmes réalités. Oui. Et alors le terme champ social, alors pour la petite histoire, moi je travaillais avant en structure d'hébergement pour Emmaüs Solidarité et Aurore d'ailleurs, 2 acteurs parisiens. Et je m'étais mise à utiliser le vocable champ social pour me faire comprendre des acteurs culturels avec qui je cherchais à créer du lien. Et puis que récemment, alors que ça fait 2 ans que je travaille à la Fédération des acteurs de la solidarité sur la culture, j'ai quand même compris qu'on ne parlait pas de la même chose. C'est que pour vous, parfois, champ social, ça implique aussi notamment les centres sociaux, les quartiers politiques de la ville, l'éducation populaire. Et nous, c'est des partenaires en fait, avec qui on veut travailler déjà. Et donc, du coup, je me dis, mais en fait, on ne parle pas de la même chose. Moi, champ social, pour qui on est, nous, c'est vraiment les associations au plus près des publics les plus marginalisés. Et vous, il y a déjà, enfin vous, et je dis vous, c'est aussi, ça se retrouve aussi dans les politiques du ministère de la Culture, de Culture et Liens Sociaux, qui est à destination des QPV, par exemple, et beaucoup vers les centres sociaux. Mais voilà, nous, c'est déjà une marche énorme. Et
et que nos structures d'hébergement, d'accueil créent du lien avec les centres sociaux, c'est déjà un super partenariat parce qu'il y a énormément d'offres culturelles qui se passent dans ces lieux-là. Et puis que souvent, en plus, les CHRS et les CHU ne sont pas dans les zones de la géographie politique de la ville et à ce titre-là sont exclus des appels à projets. Ouais. Donc c'est vrai que c'était important. Oui, en effet, ils ne sont pas situés dans ces zones-là. Mais peut-être que c'est là où, c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez de la mission Vivre Ensemble, redire peut-être les endroits où il y a des carrefours et des échanges. Et d'ailleurs, je regarde ATD en même temps que vous, puisque vous faites partie de ce même groupe. Oui, c'est vrai que je fais partie du département culture d'ATD, dans le petit groupe animé par le département culture. Et j'ai un petit peu listé les lieux que je vois, mais on pourrait le compléter tous ensemble. En effet, en Ile-de-France, il y a la mission Vivre Ensemble qui rassemble une quarantaine d'acteurs de la culture et des acteurs du champ social. Mais ce genre d'initiative n'est malheureusement pas encore nationale, mais existe dans certaines villes. Je pense à Angers, où il y a une charte culture solidarité avec là des grandes connexions entre les acteurs du livre et de la lecture. Autre endroit où on peut se retrouver, c'est les journées organisées par les FAS régionales. Et ça, je ne l'ai pas précisé. C'est que la fédération, on est nationale et on a 13 fédérations régionales partout en France métropolitaine et à l'île de la Réunion. Et on organise des journées culture et travail social. Et c'est vraiment des lieux où moi, j'incite mes collègues à inviter tous les acteurs de la solidarité et de la culture du territoire. Et de plus en plus, les DRAC sont systématiquement invités, ce qui nous permet de rentrer un petit peu aussi dans leur champ de compréhension de qui nous sommes comme acteurs. Il y a aussi des journées professionnelles qui sont organisées par les associations elles-mêmes. Je pense à Aurore qui organise une journée professionnelle là, le 18 avril où le SLPJ est invité, des acteurs de la mission Vivre Ensemble aussi. Les journées qu'organise Culture du Cœur ou des acteurs similaires qui permettent vraiment de rassembler les acteurs de la culture et du champ social sur un même territoire, tout ça c'est très précieux. Peut-être que tu as des remontes sur cette question des lieux où on se rencontre et des rendez-vous. Vous avez... Oui, si je comprends bien, vous faites partie de ce réseau Wresinski Culture. Oui. Donc Wresinski, ce n'est pas en l'honneur de notre fondateur, mais c'est en l'honneur du rapport qu'il a fait au Conseil économique et social, dans lequel il a posé une définition qui a fait le tour du monde, qui fait la continuité entre précarité et grande pauvreté. Et pour nous, c'est fondamental de nommer... Alors bien sûr, il y a des catégories, mais il y a des continuités. Et donc, on peut se sentir tout à fait mal vu déjà quand on est dans la précarité, et encore plus quand on est dans la grande pauvreté. Ce réseau Wresinski Culture, l'autre chose qui était fort dans ce rapport Wresinski au Conseil économique et social, c'est qu'ils avaient regardé tout ce qui est positif. Pas seulement dire ça va mal, mais regarder toutes les réponses institutionnelles et sociétales qui sont positives. Et donc c'est ce même esprit, comment mettre en œuvre, non pas ATD Quart Monde, parce que nous on est tout petits, mais tous les acteurs autour de cette question culture et grande pauvreté. Je voudrais glisser un mot qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous avez dit, c'est les ateliers d'écriture. Donc ça, Wresinski parlait beaucoup de la pédagogie de la réciprocité. Donc lui, il est né dans la misère. La pédagogie de la réciprocité, c'est effectivement recevoir dans un livre, mais c'est aussi raconter, dire. Quand tu as lu ce livre de cette jeune qui était harcelée, ça t'a permis de toi-même de dire, de raconter toi-même. Et pour nous, c'est fondamental, les ateliers d'écriture aussi, et toutes les universités populaires. C'est toujours, ATD Quart Monde, c'est toujours, il ne faut pas que les gens soient juste en position de recevoir parce qu'ils se disent, moi je suis nul, je ne sais rien. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie j'ai entendu dire, avant d'être à ATD Quart Monde, je croyais que j'étais bête. Ça me bouleverse, moi, ça. Et en fait, c'est fondamental. Donc, Wresinski s'est appuyé sur la tradition des universités populaires, mais dans le temps, au XIXe siècle, c'était les intellectuels qui venaient causer aux gens qui n'avaient pas de sous. Mais il a inversé. C'est d'abord les gens défavorisés qui formulent leurs connaissances, et après, il y en a un invité qui vient croiser. Et d'ailleurs, Serge Pogam est venu plusieurs fois. Mais cette réciprocité, pour moi, c'est super important. C'est pas seulement apporter la culture, c'est vraiment la réciprocité de la construire ensemble. Merci Bruno, ça me permet de rebondir sur le très joli mot que vous utilisez beaucoup dans le cadre des acteurs de la lutte contre la grande pauvreté, qui est la question de la pérédance. Et donc je pense que Tiffaine, tu hochais la tête, tu voulais aussi rebondir, et je crois que Julien, vous aviez aussi envie de rebondir sur cette question de la pérédance et peut-être des ateliers d'écriture, c'est ça ?
Et oui, sur l'intégration des personnes accompagnées ou la participation aussi, comme on l'appelle, elle est essentielle. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la première alliance. Et c'est vrai qu'on l'a redit beaucoup dans les ateliers. Et j'avais prévu de le dire aussi, c'est l'importance de faire avec, de faire ensemble. En fait, c'est pas simplement faire avec, c'est faire ensemble et de co-construire les projets, de toujours intégrer les personnes. Mais en fait, c'est tellement acquis, surtout quand on parle de droit culturel, cette notion-là, que parfois j'oublie de le dire. Mais c'est vraiment essentiel. Et je vous laisse rebondir sur les ateliers. Oui, et puis après, on passera la parole aussi à la salle et au réseau pour les questions. Le format atelier, que ce soit atelier d'expression orale, atelier d'expression écrite, atelier théâtral et tout, c'est des choses qu'on aime beaucoup mettre en œuvre. Et je voulais parler pour ça d'une expérience très récente qu'on a eue. Parce que évidemment, derrière tout ça, pour nous, en tant que bibliothécaires, se pose toujours la question de l'émancipation. Enfin, ce qu'on vise, c'est l'émancipation de nos usagers, c'est qu'ils sachent s'y repérer dans nos collections, dans nos services, voire au-delà si possible. Et donc, on a eu récemment une expérience comme ça, dont je voulais parler, avec des gens qui sont en situation de migration et qui sont dans une situation très particulière qui est d'être des mineurs en recours. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, ils arrivent, ils se déclarent mineurs, on leur dit vous n'êtes pas mineur, ils déposent un recours. Ce recours va prendre un temps très long à être examiné. Pendant ce temps-là, ils sont un peu dans une zone grise administrative, n'étant ni mineurs ni majeurs. Bon, il y a actuellement sur Paris entre 600 et 800 personnes dans cette situation, je ne sais plus exactement combien. Et il se trouve que beaucoup d'entre eux en sont venus à fréquenter d'abord le centre Pompidou, à la recherche essentiellement d'un endroit où se poser pour se reposer, parce qu'ils sont à la rue, de prises où brancher leur téléphone portable, qui est un outil de survie, voilà. Et le centre, ça leur posait question parce qu'ils étaient assez nombreux qui ne connaissaient pas les règles d'usage du centre et ils nous ont contacté BPI, parce qu'on a des homologues côté BPI, côté centre qui travaillent aussi sur les publics dits du champ social. Ils nous ont contacté en disant est-ce qu'on pourrait construire des choses ensemble, voilà. Et on a vu ce public-là aussi commencer à beaucoup fréquenter la BPI et pareil, sans en connaître ni les règles d'usage. Donc s'installant parfois à des endroits où c'est pas du tout pratique pour les autres publics, ni les services. Donc ils venaient pour des services basiques, encore une fois, être au chaud, se reposer, avoir accès aux toilettes et brancher leur portable. Donc la manière dont on a réagi, c'est d'abord que les collègues de mon service sont allés à leur rencontre assez régulièrement pendant les temps d'ouverture de la BPI pour savoir qui ils étaient, parler avec eux, leur présenter la BPI, leur faire passer au passage quelques règles d'usage, voilà, ça c'est possible, ça c'est pas possible, et surtout leur présenter les services, donc l'auto-formation, alors les services au sens très large, que ça soit de loisirs, ou voilà, ça peut être aller écouter de la musique, regarder un film, mais aussi l'auto-formation, etc. Puis on a, encore une fois, fait appel à un partenaire, parce qu'en fait à chaque fois il faut des partenaires, c'est comme ça, c'est essentiel. Et donc, on travaille avec l'association MAT, M2AT, comme la déesse. Et on a mis en place un atelier de remise à niveau scolaire et d'alphabétisation qui passe par des méthodes qui ne sont pas très scolaires, par contre, qui sont des méthodes plutôt ludiques, des méthodes participatives. Et qu'on fait sans communiquer. C'est-à-dire que nous, on communique beaucoup, puisque développement des publics est dans le même service que communication. On communique beaucoup sur toutes nos permanences, nos ateliers, tout ça, sur nos réseaux sociaux, sur notre site web et sur notre programme. Mais celui-là, on ne communique pas dessus, parce que c'est vraiment à destination des publics qui sont déjà présents dans la BPI pour faire quelque chose avec eux. Et quelque chose avec eux parce que après être allé les rencontrer, on avait vu que leur principal souhait, une fois leur parcours de reconnaissance de minorité réalisé, c'était d'être scolarisé. Donc voilà, d'où cette réponse. Oui, d'où c'est important d'écouter vraiment les souhaits. Comme je t'ai coupé, Tiffaine, on va passer la parole à la salle pour 2 ou 3 questions, mais si tu avais un dernier mot sur cette question peut-être de père et danse ou autre que tu voulais dire, ou de plaidoyer pour la culture. Oui, peut-être de plaidoyer, peut-être une préconisation finale qui est bien sûr de mieux se connaître, de mieux travailler ensemble, mais
pour faire ça, il y a des sortes de révolutions intérieures à mener dans chacun de nos secteurs, notamment dans le secteur social. C'est quand même de laisser plus de place à cette question de la culture et de moins devoir répondre aux injonctions que donnent les pouvoirs publics quand même, qui est de rendre des chiffres, de sortir vers le logement, etc. En fait, ce serait de laisser le temps, de donner du temps aux travailleurs sociaux et des moyens pour faire ça. Ça demande des financements quand même pérennes, stables, qui n'existent pas aujourd'hui parce qu'il y a quand même une sorte de carence en termes de financement public de la culture sur ce champ très spécifique de la lutte contre la précarité. Et du coup, merci d'avoir appelé de TV tout à l'heure, en conclusion des ateliers Grande Pauvreté, la nécessité d'un protocole culture-solidarité ou culture-précarité. Ça nous donne des horizons. Merci beaucoup à vous six pour vos enrichissantes interventions. On va passer la parole à la salle et au réseau pour 2 à 3 questions, étant entendu qu'après vous restez aussi et que les gens pourront venir vous parler individuellement, bien évidemment, et puis qu'on a aussi toutes les publications que vous avez, nombreuses, ATD, je pense à celles sur les bibliothèques de rue, à la BPI, à la FAS, qui permettront de prolonger les échanges. Alors, je regarde la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou un peu partout en France sur les réseaux? Et puis alors, je pense que ça ne vous a pas échappé que Carole, et je passerai la parole aux collègues et membres de l'Alliance à l'arrière pour la fresque, mais ont illustré tous vos propos. Donc vous avez à la fois été entendus, vous avez été vus, et on voit à l'image comment vos mots se sont traduits graphiquement. Alors, je ne vois rien du tout, je vous le dis tout de suite, donc faites-moi des... Ah, voilà. Donc là, il y a 2 questions au fond, si quelqu'un peut amener un micro. Alors, je crois que quelqu'un se déplace pour vous apporter un micro. Ah, il t'en faut un, Bettina, c'est ça peut-être. Alors, c'était au fond, là-bas. En attendant, ça permet de voir effectivement tous vos mots mis... Merci beaucoup, Carole Schex, pour cet épatant travail de résumé graphique de tout ce qui a été dit. Et toute l'équipe. Alors, j'en profite pour que l'équipe se présente pendant que les questions arrivent. Sophie. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Ah bon, d'accord. Bon, je suis Sophie et je travaille pour le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Voilà. Je m'étais déjà présentée tout à l'heure, mais Domitille Pestre de l'association Fable Lab. Catherine Duret, chargée d'études et de formation au réseau d'éducation populaire, le réseau des CREFAD. Et Carole. Oui, donc Carole Schex, illustratrice tout-terrain, et justement en fait en parallèle avec cette 2e équipe, on fait du direct de modération graphique, hein, donc du coup et ça fonctionne, et en tout cas à chaque fois on y prend malgré les sujets en fait lourds, graves et denses et riches, en fait on essaye en fait de rapporter avec nos oreilles, nos yeux, nos sensations et puis tout ce qu'on devine en fait des choses en fait. Merci beaucoup. Alors, je pense que le micro est arrivé. Oui. Allez-y. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Nafissa. Je suis coordinatrice de projet de l'association Orfanco à La Courneuve. Et j'avais une question, je crois que c'est FAS qui avait parlé du kit de lecture que vous distribuez. J'aurais bien voulu en savoir un petit peu plus. Il y a quoi dedans et c'est à destination de qui? Alors, c'est un kit lecture qui est fait en lien avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, qu'on distribue aux adhérents de la FAS via les régions. J'en parle après, Pascaline pourra peut-être mieux le dire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un kit structure qui est donné à la structure qui va animer ce kit, et des kits pour les familles accompagnées. C'est quand même très axé enfance-famille. Et dedans, il y a... alors l'année dernière, il y avait un grand jeu de cartes, grandeur nature pour la structure, des petits jeux de cartes pour les familles, des affiches, un guide pratique et des chèques-lire pour les familles pour faciliter l'achat de livres. Il n'y a rien de mieux que de laisser parler les partenaires, c'est merveilleux. C'est vraiment, c'est effectivement dans le cadre de l'été culturel, grâce au soutien du ministère de la Culture, qu'on peut faire ces kits-là. Donc je note Orfanco en Seine-Saint-Denis, on vous connaît bien. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça rebondit sur ce que vous avez tous dit, l'importance du livre dans sa dimension matérielle, financière, d'avoir des livres sur place, c'est ce que vous faites avec les bibliothèques de rue, d'avoir des chèques lire pour aller en librairie, et puis de tout l'outillage et la formation qui va avec, c'est aussi l'idée de ces kits. Merci Nafissa, mais en tout cas je note. Et si vous avez... Donc il y avait une deuxième question, je crois, derrière vous. Non, c'était moi, j'avais levé le bras plus haut. Bon. Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur les réseaux? C'est bon?
Ah, une dernière question, voilà, qu'on va prendre. Je suis désolée, on est tenu à reprendre après à 14h, et comme il faut que tout le monde puisse aussi ait le temps de se restaurer, mais également ait le temps d'écouter les tables rondes qui sont réalisées par Making Waves, donc à la radio, et qui sont diffusées dans le hall et en podcast. Donc ça sera intéressant, ça permettra aussi de compléter toutes vos paroles. Et j'en profite aussi pour vous dire que dans le hall, vous retrouverez une librairie qui permettra de poursuivre aussi nos échanges et tous les apports que vous avez eus les uns les autres. Je vous passe la parole pour cette dernière question. Merci beaucoup. Oui, bonjour, merci. Brièvement, est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus sur les bibliothèques de rue, en quoi ça consiste exactement? Et vous aviez parlé de formation pour les bibliothèques de rue. Merci. Super, merci beaucoup. En fait, c'était pour conclure, ce sera parfait, Marie et Jennifer, que vous nous disiez des mots à deux voix. Donc, qu'est-ce que c'est la bibliothèque de rue? Donc, c'est un endroit en fait dans le quartier qui est situé plus vers les immeubles où les personnes ne sortent pas souvent de chez eux, où les enfants jouent dehors mais sans connaître le livre, ce que c'est. Donc, on est plus installé dans la rue face à eux et pour qu'ils viennent eux-mêmes nous voir. Donc, ça marche assez bien. C'est la première bibliothèque de rue que j'ai réalisée. Donc, j'avais emmené mes enfants et j'ai pu constater en fait que les enfants venaient eux-mêmes en fait vers nous. On ne va pas les chercher. On les laisse venir en fait. Donc, eux-mêmes en fait prennent un livre dans des malles qu'on met par terre, et puis ils prennent eux-mêmes un livre qui nous emmène pour qu'on le lit, ou ils le feuilletent pour voir les dessins, quoi. Voilà. Après, tout ce qui est formation, etc. Donc moi, j'ai pas fait de formation, hein. J'y ai été comme ça. Voilà. Donc je laisse ma parole à ma collègue, parce qu'en formation, je peux pas vous renseigner, désolée. Eh ben oui, Jennifer a très bien décrit le dispositif de la bibliothèque de rue. Donc, pour y participer, effectivement, enfin, on peut se lancer comme ça. Il n'y a pas besoin d'une formation patentée, mais quand même, on permet à ceux qui veulent s'engager dans la bibliothèque de rue de connaître un peu les objectifs et les façons de faire. Donc, c'est assuré par le mouvement. On va les faire en... Ouais, et je passe la parole à Bruno après. Et on va les faire à la demande des bibliothèques de rue. Non, mais juste, c'est très régulier. Je me rappelle des enfants dans un quartier qui disaient « Ah, vous êtes là, c'est qu'on est mercredi ». C'est-à-dire que le chaos est réel dans les quartiers très pauvres. Donc nous, on est réguliers comme des horloges. Et l'autre chose, que c'est complètement public. Moi, j'ai beaucoup soutenu les bibliothèques de rue. Dire « Ah, bah, c'est chouette, on a trouvé un local ». Non. C'est très important d'être dehors, parce que je me rappelle des parents qui me disaient « Moi, j'ai participé à la bibliothèque de rue ». Je dis « Ah bon, mais je ne vous ai pas vu ». Si, j'étais à ma fenêtre, je vous regardais. Donc le fait qu'au cœur du quartier, on voit que les enfants ont de la joie à lire, sont pas si bêtes, font des belles choses, c'est super important que ce soit public au milieu du quartier. Et aussi, des fois, il y a le trafic de drogue qui s'arrête simplement pour que les petits puissent lire. Donc c'est un acte très, très important, ces bibliothèques de rue. Cette question de l'espace public et de l'inconditionnalité, je trouve que ça boucle bien cette table ronde. Merci beaucoup à vous six. J'en profite donc pour donner rendez-vous à tout le monde. Alors, pour vous redire qu'en fait, la librairie est de l'autre côté de la rue. Voilà, et vous attend avec les différents ouvrages que vous pourrez y retrouver, qui a effectivement, pour ceux qui ont réservé, la possibilité de déjeuner, mais également donc de vous donner rendez-vous à 14h pour un point d'actualité sur l'illettrisme par Christian Janin de l'ANLCI, puis avec les rendez-vous de l'après-midi 14h15 sur l'aide au développement de la lecture pour les publics spécifiques, et à 14h30 la table ronde sur le plurilinguisme, avant un moment fresque et de conclusion. Merci à vous toutes derrière moi, à côté de moi, et à vous tous, et à tout à l'heure.